Bien, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on ouvre la séance. Désignation d'un secrétaire de séance suivant l'article L2541-6 du Code général des collectivités territoriales, M. Frédéric Brenon. En absent excusé et délégation de pouvoir, il y a Mme Bonin qui a donné pouvoir à M. Giacometti, Mme Tessier-Jennifer qui a donné pouvoir à M. Cibelet. On va soumettre à l'approbation du procès-verbal du 20 mars 2026. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des votes contre? À l'unanimité, donc il est voté. Merci. Donc, point numéro 1, délégation de pouvoir du conseil municipal au maire, rapporteur M. Giacometti. Alors, délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. Est-ce que vous voulez que je vous lise tout? Ou est-ce que je vous évite de dire tous les alinéas? C'est toujours les mêmes, c'est pour ça que je préfère vous demander quand même si vous voulez que je les dise. C'est bon? Alors du coup, on va le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Vous avez peut-être un commentaire? Non, c'était juste que c'était par rapport à nous, mais je ne sais pas comment vous avez choisi par rapport au public, c'est juste ça, je ne voulais pas publier. Ah, pour la lecture? C'était juste par rapport à nous, après c'est nous qui... Moi ça ne me dérange pas, voilà, Après je peux le lire si vous voulez pour tout le monde, mais c'est 4 pages long. C'est des alinéas et des articles, alors après si vous voulez que je le lise, je peux le lire, il n'y a pas de souci. Il sera public aussi, mais après... Alors du coup, on vote alors. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a des votes contre? Les abstentions. Donc, il est voté à l'unanimité. Point numéro 2, fixation des indemnités des élus, rapporteur M. Giacometti. Alors, le maire rappelle que conformément à l'article L2123-17 du Code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Cependant, les indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L2123-20 et suivant le Code général des collectivités territoriales. En l'application de l'article L2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, les indemnités de fonction de ses membres sont fixées par délibération. Il précise que toutes les délibérations du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagné d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. Je rappelle que conformément à l'article L2123-20 du Code général des collectivités territoriales, les indemnités liées à l'exercice des fonctions de maire sont déterminées en référence au traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Il est également précisé que selon l'article L2123-23 du même code, les maires perçoivent une indemnité de fonction calculée en appliquant au montant de référence mentionné ci-dessous un taux maximal pour la commune de Caron-Blanc relevant de sa strate démographique. Ce taux est plafonné à 58,30% du traitement correspondant à l'indice brut terminal 1027 de la fonction publique territoriale. Considérant que l'article L2123-24 du Code général des collectivités territoriales fixe le montant maximal des indemnités pour l'exercice des fonctions d'adjoint à 23,32% du terme de référence correspondant à l'indice brut terminal 1027 de la fonction publique territoriale, considérant que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux adjoints est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner, considérant que la commune compte 8416 habitants, considérant qu'il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux, vu le procès-verbal du conseil municipal du 20 mars 2026 qui fixe à 7 le nombre d'adjoints au maire, le conseil municipal doit décider de fixer les indemnités des élus de Caron-Blanc selon la modalité suivante, à compter de sa date de prise de fonction pour ce qui concerne le maire et pour les adjoints et conseillers municipaux,
à compter de leur entrée en fonction, telle qu'elle résulte des arrêtés de délégation. L'indemnité versée au maire, 58,30% de l'indice de référence, soit 2396,44 brut. Indemnité versée aux adjoints. Pour la première adjointe, 20% de l'indice de référence, soit 822,10 brut. Et du deuxième au septième adjoint, 16% de l'indice de référence, soit 657,68 brut. Indemnité versée aux 15 conseillers municipaux délégués, 3% de l'indice de référence, soit 123,32 brut. L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue par l'article L2123-24 du Code général des collectivités territoriales, qui est de 120 780, soit 10 065 € par mois. Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement. Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l'exercice en cours. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Lucot. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, il est évident que nous reconnaissons le travail demandé ainsi que la responsabilité qui est celle de Monsieur le maire et de ses adjoints. La mandature précédente avait fait le choix de diminuer l'enveloppe des indemnités en 2020 de 14,5% au regard de la situation financière de la commune. Vous faites un choix différent que nous respectons car il vous appartient. Nous souhaitons juste attirer votre attention sur le fait que cela représente une augmentation sur le compte 65 personnel de près de 12 000 € annuels, soit environ 80 000 € sur la durée totale de la prochaine mandature. Nous sommes inquiets de la manière dont sera prise en charge cette dépense supplémentaire sur le budget de fonctionnement. Et c'est pourquoi nous allons nous abstenir sur cette délibération. Merci, Monsieur Lucot. Merci, Monsieur Lucot. Effectivement, c'est une démarche que nous actons. L'idée de cette mandature, c'était de responsabiliser du coup l'ensemble de l'équipe majoritaire. Pour rappel, sur la mandature précédente, il y avait un maire, des adjoints, des conseillers délégués et des conseillers municipaux. Et nous avons pris la décision du coup de faire que des conseillers municipaux délégués pour responsabiliser l'ensemble de la majorité, qui est des délégations sur toute la majorité. Effectivement, il y a un coût supplémentaire, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous quasiment en activité et que du coup, forcément, il faut convenir de ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On peut soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions du coup? Alors 6 abstentions. Merci. Point numéro 3, désignation des délégués auprès du Centre communal d'action sociale, CCAS, rapporteur, M. Giacometti. Alors, pour ce qui va suivre, les points 3, 4, 5 et 6 et 8 du coup à l'ordre du jour, ils font l'objet d'un travail républicain préalable avec les membres de l'opposition et les votes se feront à main levée comme convenu du coup pour ne pas alourdir la séance. Donc si on prend le point 3, donc désignation des délégués auprès du Centre communal d'action sociale, donc le CCAS, il est rappelé que le fonctionnement des centres communaux d'action sociale est régi par les dispositions du décret numéro 95-562 du 6 mai 1995, modifié par décret numéro 2000-66 du 4 janvier 2000. Au terme de ce décret, le conseil d'administration du CCAS comprend le maire, qui en est le président, et en nombre égal à maximum 8 membres élus, en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire, parmi les personnes non membres du conseil municipal. Les membres élus et son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste et la répartition proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le bulletin secret. Il est proposé de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS à 13, le maire, 6 membres élus et 6 membres désignés. Le conseil municipal doit élire les membres du CCAS, en plus du maire, de droit. Il est proposé les membres suivants. Nous avons Madame Estelle Tuella, Monsieur Frédéric Grenon, Madame Isabelle Leteuf, Madame Claire Mingot,
Madame Kimberly Despinois et Madame Élise Capour. Alors pour rappel, il y a eu un appel aussi à candidature pour les membres non élus. Pour information, on a organisé une sorte de petite commission pour décider du coup vendredi matin de la sélection des personnes. Alors je soumets au vote du coup qui est contre, qui s'abstient. Il est voté à l'unanimité. Merci. Point numéro 4, désignation des délégués auprès de la commission municipale d'appel d'offres, CAO. Rapporteur, M. Giacometti. Alors, il est rappelé que conformément à l'article 22 du Code des marchés publics et des articles L2121-21, L2121-29, L1414-2, L1414-4, L1414-5 et L1411-5 du CGCT, la commission d'appel d'offres est composée dans les communes de plus de 3500 habitants des membres suivants. Le maire et son représentant ou son représentant président, 5 membres du conseil municipal élus, en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, peuvent également siéger avec voix consultative. Le comptable de la commune est le représentant du service chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur invitation. Les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la procédure du marché concerné, ou plusieurs membres du service technique compétent de la collectivité ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'État. La commission d'appel d'offres comprend également des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Le conseil municipal doit élire les 10 membres de la CAO, 5 titulaires et 5 suppléants, en plus du maire de droit. Il est proposé les membres suivants. En membres titulaires, nous avons M. Antoine Cousin, Mme Mélissa Laménière, M. Lionel Baran, M. Frédéric Brenon, M. Jean-François Lucot. En membres suppléants, on a M. Johan Lullier, Mme Catherine Juget, M. Jean-Luc Guilhem, M. Claude Lécuyer et M. Patrick Labouche. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc les dons votés à l'unanimité. Merci. Point numéro 5, désignation des délégués auprès de la commission de constitution de services de délégation de services publics. Rapporteur, M. Giacometti. Il est rappelé que la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique a complété les dispositions de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que la commission de concession de services de délégation des services publics est chargée d'analyser les dossiers de candidature, de dresser la liste des candidats admis et présenter une offre, d'analyser leurs propositions et d'émettre un avis sur celle-ci. Considérant la nécessité de créer une commission de concession de services et de délégation de services publics, Monsieur le maire propose de procéder au scrutin ordinaire à l'élection de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants appelés à siéger à la commission de concession de services et de délégation du service public. Les membres proposés sont en membres titulaires, M. Antoine Cousin, Mme Mélissa Laménière, M. Lionel Baran, M. Frédéric Brenon, M. Jean-Luc Prime. En membres suppléants, nous avons M. Michel Allais, Mme Isabelle Le Teuf, M. Jean-Luc Guilhem, Mme Émilie Magnier et Mme Laura Girard. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est voté à l'unanimité. Merci. Point numéro 6, désignation des représentants au comité social territorial, CST. Rapporteur, M. Giacometti. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires à la loi et la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Vu le décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leur établissement public, vu la délibération du conseil municipal numéro 2022-47 en date du 25 mai 2022 créant un comité social territorial commun entre la ville et le CCAS de Carmona, vu la délibération du conseil municipal numéro 2022-46 en date du 25 mai 2022 fixant à 5 le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel, instituant le paritarisme entre le collège employeur et celui des représentants du personnel, et décidant le recueil de l'avis du collège employeur au sein du comité social territorial. Vu la délibération numéro 2022-48 en date du 25 mai 2022, créant au sein du comité social territorial une formation spécialisée en santé, sécurité, conditions de travail, dont la composition et le fonctionnement est identique à celui de la formation plénière. Considérant qu'il convient de désigner les membres du collège de la future instance paritaire, considérant que le mandat des représentants élus au comité social territorial prend fin en même temps que leur mandat électif ou fonction et qu'il convient par suite de procéder à leur remplacement, vu les élections professionnelles du 8 décembre 2022 dont la proclamation des résultats établit le collège des représentants du personnel, vu le procès-verbal du conseil municipal du 20 mars 2026, le conseil municipal doit décider de la composition du collège employeur, au CST, et au sein de la formation spécialisée santé, sécurité et conditions du travail, il est proposé les membres suivants. En nombre titulaire, M. Yoann Giacometti, Mme Marine Bonin, M. Michel Allais, M. Hervé Dussol, M. Patrick Labesse. En membres suppléants, M. Karim Alimi, M. Jean-Luc Guilhem, M. Claude Lécuyer, M. Thierry Cibelet et M. Jean-Luc Prix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est donc voté à l'unanimité. Merci. Numéro 7, désignation des représentants de la commune auprès des organismes extérieurs. Rapporteur, M. Giacometti. Alors, je vais vous lister du coup tout le détail. Désignation des représentants donc, de la commune. Conformément à l'article 2121-33 du CGCT, je vous indique que le conseil municipal doit procéder à la désignation de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Nous avons la AGRPA, Résidence Autonomie René Cassagne, avec 2 membres titulaires, Mme Estelle Tuella et Mme Isabelle Leteuf. Concernant l'ALSH, le conseil d'établissement, Mme Marion Bourdieu, M. Frédéric Brenon, Mme Claire Mingot. Pour la maison de la petite enfance, le conseil d'établissement, Mme Kimberley Despinois, Mme Marion Bourdieu, Mme Mélissa Laménière. Association des cinémas de proximité, Mme Jennifer Tessier. Association Habitat Jeunes des Hauts-de-Garonne, Mme Estelle Tuella. Pour le collège de Carmont-Blanc, le maire, Mme Marion Bourdieu, Mme Valérie Poujol. Pour le comité des œuvres sociales du personnel, Mme Marine Bonin, M. Frédéric Brenon, M. Patrick Labesse. Pour le comité national d'action sociale, Mme Marine Bonin. Commission locale d'évaluation des transferts de charges, M. Lionel Baran. Commission intercommunale des impôts directs, M. Lionel Baran, avec en suppléance Mme Mélissa Laménière. Le conseil des écoles, le maire, Mme Marion Bourdieu, et en suppléance Mme Valérie Poujol. Pour le conseil local de prévention de la délinquance, le CSPD, le maire de droit, M. Thierry Cibelet, Mme Émilie Magnier, Mme Estelle Tuella, Mme Marine Bonin, Mme Valérie Poujol, M. Claude Lécuyer, M. Jean-Luc Prime et M. Patrick Labesse. Conseiller municipal charge des questions de défense, M. Hervé Dussol. Pour le pli des Hauts-de-Garonne, Mme Estelle Tuella. Pour la protection civile, désignée par le conseil municipal nommé par le préfet, M. Hervé Dussol. Société publique locale, la FAB de Bordeaux Métropole, M. Yoann Giacometti. Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, M. Yoann Giacometti, avec M. Antoine Cousin. Le syndicat des maris de Montferrand, M. Jean-Luc Guilhem, avec Mme Catherine Juget.
Le syndicat intercommunal Bassin de Carbon-Blanc pour la création et l'exploitation d'installations sportives, M. Johan Giacometti avec M. Claude Lécuyer. Syndicat intercommunal de la culture, Mme Jennifer Tessier, M. Hervé Dussol. Syndicat intercommunal de la maison de syndicat, M. Thierry Cibelet avec M. Johan Lullier et en suppléance Mme Émilie Magnier. Et syndicat intercommunal pour la gestion du relais des assistantes maternelles, Mme Marion Bourdieu et Mme Kimberley Despinois. Il faut voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Les abstentions? Il est donc voté à l'unanimité. Merci. Point numéro 8, création des commissions municipales. Rapporteur, M. Giacometti. Alors, vu l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales, qui précise que le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Celles-ci sont convoquées par le maire qui en est le président de droit. Lors de leur première séance, elles désignent un vice-président à la majorité simple. Considérant que dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la répartition proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Je propose du coup de créer pour la mandature 8 commissions composées de la manière suivante. Pour les finances, donc Johan Giacometti, Lionel Barran, Mélissa Laménière, Marine Bonin, Thierry Cibelet, Jennifer Tessier, Estelle Tuella, Karim Halimi, Marion Bourdieu, Frédéric Brenon, Jean-François Lucot, Patrick Clavès. Pour la commission urbanisme et aménagement urbain, Johan Giacometti, Antoine Cousin, Jean-Luc Guilhem, Johan Lullier, Frédéric Brenon, Thierry Cibelet, Catherine Juget, Michel Allais, Marine Bonin, Patrick Clavès. Pour la commission éducation, enfance, jeunesse et parentalité, Johan Giacometti, Marion Bourdieu, Kimberley Despinois, Valérie Poujol, Frédéric Brenon, Karim Halimi, Claire Mingot, Jennifer Tessier, Isabelle Leteuf, Laura Girard. Pour la commission petite enfance, Johan Giacometti, Valérie Poujol, Marion Bourdieu, Kimberley Despinois, Jennifer Tessier, Isabelle Leteuf, Claire Mingot, Pierre-Jean Texier, Hervé Dussol, Laura Girard. Pour la commission Affaires Générales, Johan Giacometti, Marine Bonin, Michel Allais, Émilie Magnier, Claude Lécuyer, Lionel Barran, Mélissa Laménière, Thierry Cibelet, Pierre-Jean Texier, Jean-Luc Prime. Pour la commission Culture et Inclusion Numérique, Johan Giacometti, Jennifer Tessier, Catherine Juget, Hervé Dussol, Johan Lullier, Émilie Magnier, Pierre-Jean Texier, Isabelle Leteuf, Karim Halimi, Anne Duboé. Pour la commission Vie locale associative et sportive, Johan Giacometti, Jennifer Tessier, Pierre-Jean Texier, Claude Lécuyer, Karim Halimi, Kimberley Despinois, Jean-Luc Guilhem, Catherine Juget, Lionel Barran et Anne Duboé. Commission économie locale, commerce et artisanat, Johan Giacometti, Karim Halimi, Catherine Juget, Marion Bourdieu, Johan Lullier, Antoine Cousin, Pierre-Jean Texier, Frédéric Brenon, Claire Mingot et Jean-François Lucot. Et pour la commission d'action sociale, Johan Giacometti, Estelle Tuella, Isabelle Leteuf, Frédéric Brenon, Claire Mingot, Émilie Magnier, Karim Halimi, Thierry Cibelet, Antoine Cousin, Élise Capouot. Alors juste avant le vote, du coup, je vais vous informer des délégations de chaque adjoint et on vous enverra les noms. Donc sur la commission finance et budget, ça sera M. Lionel Barran. Sur la commission urbanisme et aménagement urbain, c'est moi-même. Sur la commission éducation, enfance, jeunesse et parentalité et petite enfance, ça sera Marion Bourdieu. La commission affaires générales, ça sera Mme Marine Bonin. Sur la commission culture et inclusion numérique, vie locale, associative et sportive, ce sera Mme Tessier, Jennifer. Sur la délégation économie locale, commerce et artisanat, M. Halimi. Et sur toute l'action sociale, solidarité et handicap, Mme Tuella.
Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y a pas de vote. Il y a pas de vote Pour les commissions. Pour les commissions. Oui, c'est ça. Des votes contre? Non. Ah, c'est bon. Point numéro 9, vote des taux 2026. Rapporteur, M. Giacometti. Alors, le conseil municipal doit se prononcer sur le taux d'imposition de fiscalité directe locale. Il est proposé de ne pas modifier les taux pour l'exercice 2026. Comme vous le voyez, donc taxe foncière 2025 54,38, 2026 54,38. L'évolution est de 0%. La taxe foncière non bâtie, on est aussi à 0%. Et la taxe d'habitation, on est à 0%. Je vais vous faire juste un préambule, peut-être que vous allez vouloir intervenir. Donc je souhaite être très clair sur cette délibération car elle peut facilement prêter à confusion et donner lieu à des interprétations approximatives. La ville a fait un choix fort, celui de ne pas augmenter les taux communaux en 2026. Cela signifie concrètement que la part décidée par la commune n'augmente pas. C'est un engagement de stabilité fiscale vis-à-vis de nos habitants. Ensuite, il est important de rappeler un point technique mais essentiel. Il existe quand même une revalorisation nationale des bases fiscales, décidée par l'État, qui est estimée cette année à environ 0,8%. Cela ne relève pas d'une décision municipale, cela s'applique à toutes les communes de France. L'évolution des bases va générer pour notre commune environ 78 000 € de recettes supplémentaires, par rapport au montant anticipé, qui était environ plus de 121 630 par rapport à 2025. Cette ressource supplémentaire n'est pas un gain de confort, elle permet simplement de faire face à une dépense contrainte. En l'occurrence, nous devons absorber en 2026 une nouvelle montée en charge des cotisations de la CNRACL à hauteur d'environ de 75 000 €. Et pour votre information, les cotisations de la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, et de la DSR, dotation de solidarité rurale, font également apparaître une baisse plus importante qu'initialement prévue. Pour la DGF, on a moins 13 389 € et pour la DSR, 3 059 €. Donc notre ligne elle est très claire, on ne souhaite pas activer le levier fiscal, nous faisons un choix de maîtrise budgétaire et nous privilégions du coup la gestion rigoureuse de la responsabilité. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Des votes contre? L'abstention? Vote à l'unanimité, merci. Point numéro 10, abrogation de la délibération 2025-89 du 11 décembre 2025, avis sur la création d'une zone d'aménagement différé, ZAD, autour du quartier Gare Sainte-Eulalie, Carbon-Blanc. Rapporteur, M. Giacometti. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L212-1, L212-2 et suivant L300-1 et R212-2, vu la délibération du Conseil municipal de Carbon-Blanc numéro 2025-89 en date du 11 décembre 2025, portant un avis favorable sur la création d'une zone d'aménagement différé autour du quartier de la gare de Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc, vu le schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine bordelaise et le plan local d'urbanisme 3.1 de Bordeaux Métropole valant programme local de l'habitat. Vu la délibération de Bordeaux Métropole, numéro 2023-19 du 27 janvier 2023, définissant les objectifs de la stratégie foncière métropolitaine. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de pouvoir, à tout moment, abroger une de ces délibérations lorsque l'intérêt de la commune le justifie. Considérant la nécessité de réexaminer l'opportunité de la création d'une zone d'aménagement différé sur le secteur de la gare Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc, au regard des enjeux de maîtrise de l'urbanisation et de lutte contre l'artificialisation des sols, de la volonté de mener une concertation approfondie avec les habitants, les propriétaires et les partenaires institutionnels sur les modalités de maîtrise foncière et de développement du quartier de gare. Considérant, en conséquence, il y a lieu d'abroger la délibération numéro 2025-89 du 11 décembre 2025. Le conseil municipal est amené à
Décider d'abroger la délibération du conseil municipal de Carbon-Blanc numéro 2025-89 en date du 11 décembre 2025, portant un avis favorable sur la création d'une zone d'aménagement différé, la ZAD, autour du quartier de Gare Saint-Eulalie, Carbon-Blanc. Le conseil municipal est amené à charger monsieur le maire des modalités d'application de la présente délibération, ainsi que toutes mesures nécessaires à son exécution. Est-ce qu'il y a une prise de parole ? Monsieur le maire, mes chers collègues, avant toute chose, il semble important de préciser que la délibération que nous allons voter ce soir n'éteint pas la ZAD. Nous sommes bien d'accord, en effet, la création de la ZAD est liée à une délibération de Bordeaux Métropole en date du 30 janvier. Et donc, ça me rassure qu'il n'y a pas que qui a c'est une continuité. Ouais. Merci. En effet, donc, la décision est une décision métropolitaine qui a été votée le 30 janvier. Cette ZAD est donc actée. Et la délibération qui est prise ce soir ne peut pas changer, inverser cette délibération, puisque les changements d'avis a posteriori ne changent pas ce qui a été fait avant. Mais bien sûr, je ne me doute pas, monsieur le maire, que vous interviendrez auprès de la métropole, je suppose, afin qu'éventuellement elle puisse revenir sur cette délibération du 30 janvier. Comme vous pouvez vous en douter, nous avons voté contre cette délibération parce que nous restons convaincus de l'utilité de ce qui reste pour nous un outil au service de la gestion urbanistique de cette zone d'aménagement différé de 18,5 hectares, proche de la gare de Carbon-Blanc-Saint-Eulalie. Pour nous, c'est un outil qui aiderait la ville dans sa volonté, vous l'avez vous-même exprimé, de pouvoir maîtriser davantage son évolution urbaine en matière de logement, de mobilité ou encore d'aménagement public. Nous ne comprenons pas, alors que vous dénoncez une bétonisation démesurée, liée essentiellement à des ventes de parcelles par des particuliers directement à des promoteurs, que vous vouliez vous priver de cet outil. Vous laissez à notre sens la part belle à ces mêmes promoteurs dans un secteur qui voit déjà 2 projets importants se réaliser sur les parcelles d'Intermarché et juste à côté sur celle de l'ancien magasin de meubles et de peinture. C'est bien parce qu'il y a des outils métropolitains que des projets d'aménagement importants peuvent se réaliser dans nos communes, et je prendrai juste pour exemple à Carbon-Blanc l'îlot Thérèse, que personne ne conteste aujourd'hui et qui n'a pu être réalisé qu'avec le soutien de Bordeaux Métropole. Merci, monsieur Lavesse. Alors effectivement, cette délibération va nous permettre de pouvoir aller la défendre auprès de Bordeaux Métropole. Vous n'êtes pas sans savoir que la métropole a basculé et que du coup, les villes notamment qui étaient concernées par les ZAD ont basculé aussi. Et ça sera un sujet majeur sur le début de mandat, effectivement, pour travailler dessus. C'est surtout la méthode dont ça a été fait qu'on dénonce, c'est pour ça qu'on préfère annuler cette délibération. Parce qu'à notre sens, on ne peut pas décider d'un outil aussi structurant sans construire l'adhésion. Nous faisons le choix de la transparence et de la concertation plutôt du coup que de la précipitation. Et nous voulons un projet cohérent, maîtrisé et accepté, pas un outil imposé par la métropole. Et nous faisons le choix de la responsabilité, du dialogue et de la cohérence. Ce territoire mérite un projet construit avec ses habitants et pas décidé sans eux. Et c'est justement là le sens, en fait, on cherche à faire plutôt de la concertation et travailler avec les habitants plutôt qu'à imposer quelque chose qui arrive de la métropole. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, si vote contre, est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Du coup, la délibération est adoptée.
Point numéro 11, modification des horaires d'extinction de l'éclairage public. Rapporteur, M. Giacometti. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire et du fonctionnement du conseil municipal. Vu la délibération numéro 2019-20 du 11 avril 2019 instaurant une extinction de l'éclairage public entre 1h et 5h du matin. Vu la délibération numéro 2022-127 du 13 décembre 2022 décidant l'extinction de l'éclairage public entre 23h et 5h30 à compter du 1er janvier 2023. Considérant que les retours des mesures prises en 2019 et 2022 montrent que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas provoqué d'externalités négatives significatives sur le territoire communal. Considérant que la commune a renouvelé une grande partie de son parc de luminaires, disposant désormais de plus de 60% de LED, technologie beaucoup moins énergivore. Considérant la volonté de la municipalité de poursuivre des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie et de la protection de la biodiversité, notamment pour la réduction des nuisances lumineuses. Considérant la nécessité de concilier ces objectifs avec les besoins de la population en matière de sécurité, des déplacements, de qualité de vie nocturne et de tranquillité publique. Considérant que les modalités de fonctionnement de l'éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, lequel dispose par arrêté de la faculté de prendre des mesures de limitation du fonctionnement compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur les plages d'extinction de l'éclairage public, le conseil municipal est sollicité pour décider qu'à compter du 1er mai 2026, l'éclairage public sur le territoire de la commune de Carbon-Blanc sera interrompu chaque nuit de 1h à 5h30 du matin. Chargez Monsieur le maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d'application de la présente délibération ainsi que toutes mesures nécessaires à son exécution. Est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur le maire, mes chers collègues, avant de prendre la parole, nous souhaiterions, monsieur le maire, que vous nous précisiez ce que vous entendez lorsque vous écrivez dans la délibération « Les retours des mesures prises en 2019 et 2022 montrent que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas provoqué d'externalités négatives significatives sur le territoire communal. » C'était suite au CSPD qui était organisé et en montrant justement qu'il y avait alors, sur l'éclairage, il y a un sentiment d'insécurité, mais les chiffres montraient qu'il n'y avait pas forcément de délinquance ou d'insécurité. Donc, alors effectivement, nous regrettons votre décision de vouloir précipiter cette délibération concernant l'élargissement de la plage d'éclairage public, en l'inscrivant à l'ordre du jour de ce Conseil. En effet, il nous semble qu'attendre le prochain qui se tiendra le 30 avril aurait été judicieux. Cela aurait permis de réunir la commission finances que vous venez d'installer, qui aurait ainsi pu évoquer dans le cadre du budget les enjeux de la décision que vous allez prendre ce soir. Car s'il y a un enjeu de tranquillité publique au nom du ressenti d'insécurité, que nous ne contestons pas, il y a, ne l'oublions pas, aussi un aspect écologique. On pense immédiatement chauves-souris, mais les oiseaux désorientés ou les insectes sont aussi victimes de cette pollution lumineuse. De même, l'impact sur le monde végétal n'est plus à démontrer, tout comme son impact sur l'humain et ses rythmes biologiques. Et un enjeu économique. Si nous sommes certes aujourd'hui à 60% de notre éclairage passé en LED, cela signifie qu'il en reste 40% à transformer. Cet investissement demeure un enjeu financier pour la commune. D'ailleurs, vous le dites vous-même, les mesures de 2019-2022 ont été bénéfiques, entre autres pour les finances de la ville. Vous souhaitiez poursuivre les actions en faveur de la biodiversité et plus particulièrement celles liées à la réduction des nuisances lumineuses. Vous souhaitiez poursuivre les actions en faveur de la maîtrise des consommations, et cela en prenant en compte, et nous l'entendons bien, les besoins de la population en termes de tranquillité publique, de sécurité des usagers. Votre réponse est d'allonger de 2 heures la durée d'éclairage, soit un tiers de plus qu'actuellement,
puisque l'on évalue la durée moyenne quotidienne d'éclairage sur l'année à 6 heures. Nous aurions pu réfléchir ensemble sur le sujet en intégrant possiblement des variations en fonction de secteur ou encore de bornage horaire du début mais aussi de fin d'extinction de l'éclairage. Nous pensons que cela aurait permis d'évaluer plus finement les coûts induits et de se poser la question, y compris par rapport à des investissements qui restent nécessaires pour terminer le passage en LED de 40%, de l'ensemble du parc. Aujourd'hui, à un moment où malheureusement pour chacune et chacun d'entre nous, mais aussi pour notre ville, nous sommes incapables de dire quel sera le prix des énergies dans les semaines et les mois à venir au regard de la crise internationale dont nous subissons directement les effets, nous aurions pu prendre davantage de temps. Ainsi, nous vous posons la question, pouvez-vous nous dire à combien vous estimez l'impact financier à court terme, à moyen terme pour la ville? Pour toutes ces raisons, le groupe Vive Carbone Blanc s'abstiendra sur cette délibération. Merci Mme Capot. Je vais vous rassurer de suite. Cette délibération, elle a été travaillée, elle n'est pas improvisée. Elle est le fruit d'un travail approfondi avec les services de la commune qui ont analysé le fonctionnement actuel et les marges d'optimisation. Ce travail nous a permis aujourd'hui d'affirmer deux choses très clairement. D'abord, cette modification n'engendrera pas de coûts supplémentaires. Ensuite, elle permettra tout de même une optimisation financière du fait des travaux réalisés sur le parc d'éclairage public, notamment, comme on l'a dit, plus de 60% dans l'aide. Pourquoi? Parce que nous faisons évoluer notre fonctionnement. Nous passons d'un mode que l'on peut qualifier de confort à un mode de gestion plus strict et plus précis. Donc, je vous l'explique, il y a trois modes de fonctionnement sur l'éclairage public. Vous avez un premier, le mode confort. Le mode confort, c'est l'éclairage qui est enclenché avant la nuit. Ensuite, on a un mode strict, c'est l'enclenchement dès qu'il fait nuit. Et après, il y a un mode dégradé qui est à peu près 15 minutes après qu'il fasse nuit. Jusqu'à présent, nous étions sur un mode confort. Aujourd'hui, nous prenons la décision de le mettre en mode strict pour éviter que l'éclairage soit éclairé à 5h30 alors qu'il fait nuit à 20h. Cela permet un travail aussi de reprogrammation de toutes les horloges astronomiques qui se sont déréglées au fil du temps, créant de l'incompréhension des habitants du fait des décalages observés par quartier, ce que je vous signalais. Le but, c'est de ne pas s'arrêter là. Le but, c'est effectivement de continuer le travail qui a été fait sur de l'éclairage LED, et comme vous le dites, après de travailler quartier par quartier pour essayer de travailler sur de l'éclairage intelligent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Des votes contre? Des abstentions? Alors, 6 abstentions. Donc, le vote. La délibération est approuvée. Les dates du prochain. On va vous donner les prochaines dates des prochains conseils municipaux. Alors, du coup, le prochain conseil municipal se déroule donc le 30 avril à 18h30. Ce sera le vote du budget. Ensuite, on aura le 25 juin à 18h30, le 8 octobre à 18h30 et le 10 décembre à 18h30. Oui. Est-ce que vous envisagez de réunir la commission finance avant le... Oui, on va essayer de... Je vous remercie. La séance est levée.